sommes toujours en physique dans le chapitre sur le mouvement d'un système et voyons maintenant quelle est l'influence des forces sur la variation du vecteur vitesse. Il faut bien comprendre, comme on l'a vu en seconde, qu'une force a un impact sur le mouvement d'un objet. Nous avions vu qu'une force pouvait avoir deux impacts différents. Soit il pouvait modifier la valeur de la vitesse de l'objet considéré, soit il pouvait modifier la trajectoire de l'objet considéré. Eh bien, on va retrouver cela à travers une égalité vectorielle. Eh bien, ce que l'on va retrouver, c'est que le rapport entre le vecteur variation de vitesse et l'écart de temps entre les deux positions utilisées pour tracer ce vecteur variation de vitesse, multiplié par la masse, va être égal à la somme des forces extérieures qui s'appliquent au système. C'est la fameuse résultante des forces. Cela se traduit donc par la relation qui est écrite ici, où la masse fois ΔV divisé par ΔT est égale à la somme des forces. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, ce signe sigma signifie somme. Finalement, là où la variation de position sur un temps donné nous permettait d'approcher la vitesse, on est en train petit à petit d'amener la notion d'accélération qui est tout simplement la variation de vitesse sur un temps donné. Cette relation est vectorielle et cela va avoir un impact direct sur justement ce que l'on a vu en seconde. Si je prends une résultante des forces qui est collinéaire à la trajectoire, eh bien à ce moment-là, le vecteur variation de vitesse sera lui aussi parallèle à cette trajectoire. Ce qui signifie que la trajectoire ne sera pas déviée, il n'y aura pas modification de la trajectoire, uniquement de la norme du vecteur vitesse. Si la résultante des forces est dans le sens du mouvement, alors on va avoir une accélération. Et si la résultante des forces est en sens opposé au mouvement, à ce moment-là, on aura une décélération. De façon complémentaire, si j'ai une résultante des forces qui est entièrement orthogonale à la trajectoire, alors je vais avoir tout simplement la déviation de la trajectoire sans modification de la valeur de la vitesse. C'est-à-dire que ΔV va être perpendiculaire à la trajectoire. On peut vérifier par construction mathématique qu'une telle situation se présente lorsque la vitesse change d'orientation mais ne change pas de valeur. On voit ici comment une force aura un impact sur la variation de vitesse tant d'un point de vue norme que d'un point de vue trajectoire. On peut prendre tout de suite un premier exemple avec un palais qu'on pourrait lancer sur une surface rugueuse. Si on choisit comme référentiel le référentiel terrestre, le système étant le palais, les forces qui s'appliquent au système sont donc le poids dirigé vers le bas verticalement et la réaction du sol qui est dirigée vers le haut aussi verticalement. Et ces deux forces sont complétées par les forces de frottement du sol sur le palais qui sont dirigées en sens opposé au mouvement. J'ai donc une résultante des forces qui est opposé au sens du mouvement. Ce qui va impliquer que le vecteur ΔV, le vecteur variation de vitesse, sera en sens opposé au mouvement et on va donc avoir un objet qui décélère. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on lance un palais qui a des frottements, et bien celui-ci va de moins en moins vite. Mais cela ne fait pas changer de trajectoire. Prenons le cas opposé où une bille roule sans glissement ni frottement sur une surface plane et à proximité d'un aimant. Pendant toute la zone où l'influence de l'aimant est négligeable, il n'y a que deux forces qui s'appliquent sur le système qui sont le poids et la réaction du support. Celle-ci se compense et d'après le principe d'inertie, elle est donc en mouvement de translation rectiligne uniforme, si on la suppose comme ponctuelle. Mais à partir du moment où la bille est sous l'influence de l'aimant, eh bien la résultante des forces n'est plus nulle et cette résultante est perpendiculaire à la trajectoire. Il en résulte quoi? Il en résulte un vecteur ΔV variation de vitesse qui est orthogonal à la trajectoire et qui va permettre une déviation de la bille. Lorsque la bille sort de la zone d'influence de l'aimant, c'est-à-dire lorsque cette influence devient négligeable, à ce moment-là, elle reprend son mouvement de translation rectiligne uniforme. Voyons maintenant quelle est surtout l'influence de la masse, parce que finalement, ce n'est pas parce que l'on applique les mêmes forces à deux systèmes différents qu'ils vont avoir le même mouvement. La quantité de matière à mettre en mouvement nécessite une certaine quantité d'énergie. Et c'est justement une quantité de mouvement qui va permettre de quantifier cela. Et cela passe par la masse. La relation vectorielle que l'on a introduite tout à l'heure nous permet clairement, pour une résultante des forces constantes, un système dont la masse sera plus élevée aura forcément une variation de vitesse plus faible, puisque le produit des deux doit être constant et égal à cette résultante des forces. Prenons un exemple simple. Un joueur qui veut taper dans un ballon avec le pied. Il prend 3 pas de recul, il court, il tape dans le ballon. Le ballon avance. Remplaçons maintenant notre ballon classique par un medicine ball, c'est-à-dire les ballons qui servent à faire de la musculation. Si le joueur prend toujours les mêmes 3 pas de recul, arrive avec la même vitesse, donne la même impulsion et donc applique la même force sur le ballon, ce ballon-là ne va pas décoller du tout à la même distance, tout simplement parce que la masse entre les deux est différente. Celui qui a la masse la plus importante aura une variation de vitesse la plus petite et je vous laisse imaginer les dégâts sur le pied du joueur.
Rappelez-vous, action-réaction. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire de variation de vitesse et le rapport avec la somme des forces et la résultante des forces. Ce chapitre est terminé. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Un pouce en l'air, abonne-toi et puis à la prochaine.